Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour l'introduction, Renos. Pensez aux 5 dernières années. Une pandémie, une crise énergétique, le chaos des chaînes d'approvisionnement, des tensions commerciales, une fragmentation géopolitique. À chaque nouveau choc, chaque nouvelle pression, les pays d'Europe et d'Asie centrale ont dû agir vite. Parmi les outils auxquels les gouvernements ont eu recours, on trouve la politique industrielle. Depuis 2009, la région a enregistré plus de 2600 annonces de politique industrielle, soit plus d'une nouvelle mesure par jour pendant 16 ans. Alors, la mise à jour économique de la Banque mondiale du printemps 2026 pour l'Europe et l'Asie centrale pose la question: est-ce qu'il y en a eu qui ont vraiment fonctionné? La réponse, appuyée par 2 décennies de données, est que l'ambition est réelle, les dépenses sont réelles, mais dans la majeure partie de la région, les résultats ne sont à la hauteur ni de l'une ni de l'autre. Dans cet épisode, nous analysons pourquoi. C'est un point de départ parfait. Le rapport fait le point sur la situation économique de la région. Croissance ralentie, inflation persistante, pression budgétaire croissante. Puis prend du recul pour poser une question plus large. Est-ce que la politique industrielle peut réellement aider les pays de la région à croître de manière durable et pérenne? C'est vraiment le cœur du sujet. J'ai vraiment hâte d'aborder les solutions. Mais pour comprendre ces politiques, il faut d'abord examiner la pression que ces pays subissent en ce moment. Le rapport souligne un ralentissement assez marqué de la croissance régionale. C'est exact. En 2025, la croissance du produit intérieur brut en Europe et en Asie centrale est tombée à environ 2,6% contre 4,0% en 2024. Ce ralentissement régional global reflète en grande partie une croissance beaucoup plus lente en Russie. Ah, je vois le lien. Les données indiquent que la croissance en Russie a ralenti à 1% en 2025 en raison d'une stimulation budgétaire plus faible, d'une politique monétaire restrictive et de pénurie de main-d'œuvre. Mais les chiffres montrent un contraste vraiment intéressant quand on regarde ailleurs. Exactement. Si l'on exclut la Russie, la croissance régionale s'est en fait raffermie pour atteindre 3,6% en 2025. L'Asie centrale a même atteint un taux d'expansion record sur 14 ans de 7,0%, ce qui est incroyablement solide. C'est sans doute un point positif. Cependant, la bonne nouvelle concernant l'inflation ne s'est pas encore pleinement concrétisée. Le processus de désinflation semble stagner. Le rapport mentionne que l'inflation médiane était bloquée autour de 4,8% en février 2026. Oui, et l'inflation actuelle reste supérieure de plus de 2 points de pourcentage à la moyenne de 2,7% que nous avions observée en 2018 et 2019. L'augmentation des prix alimentaires en est le principal moteur, grimpant à 6,5% en février 2026. Cette pression continue sur le coût de la vie pèse lourdement sur les familles qui tentent de joindre les deux bouts. Et il n'y a pas que les ménages qui ressentent ce contre-coup. Le rapport souligne que les vulnérabilités budgétaires s'accentuent, les déficits budgétaires moyens hors Ukraine grimpant à 2,5% du produit intérieur brut en 2025. C'est juste. La plupart des pays prévoient un ajustement budgétaire limité cette année. Et ce déficit budgétaire moyen devrait augmenter à nouveau pour atteindre 2,7%. Les niveaux de dette publique devraient encore s'accroître pour atteindre environ 40% du produit intérieur brut en moyenne. De fait, la dette en Europe centrale durant les 3 dernières années a progressé à certains des rythmes les plus rapides de toute l'Union européenne. C'est un lourd fardeau, surtout avec des coûts d'emprunt élevés et des risques externes qui planent. Le conflit au Moyen-Orient représente un risque de baisse substantielle, car des perturbations du transport maritime par le détroit d'Ormuz pourraient entraîner une hausse durable des coûts de l'énergie, freinant ainsi la consommation et la croissance. Les données indiquent qu'une simple augmentation de 10% des prix du pétrole pourrait faire grimper l'inflation moyenne de 0,3 points de pourcentage. Une période prolongée de prix mondiaux élevés du pétrole et du gaz naturel accentuerait également de manière significative les pressions budgétaires et sur les comptes courants pour les pays importateurs d'énergie. C'est là que ça devient intéressant. Pour stimuler la croissance, créer des emplois et renforcer la résilience au choc, certains gouvernements se sont tournés vers les politiques industrielles. Depuis 2009, les pays de cette région ont annoncé plus de 2600 mesures industrielles. C'est un volume colossal d'interventions et plus d'un tiers des politiques promulguées depuis 2020 sont toujours en vigueur aujourd'hui. La Fédération de Russie et la Turquie sont les plus actives, représentant respectivement 44% et 30% de toutes les interventions régionales.
Voici la partie qui m'a vraiment surprise. La plupart des personnes supposent que la politique industrielle concerne uniquement les technologies de pointe. Mais les données montrent une réalité complètement différente pour cette région. Près de 2 tiers de toutes les annonces de politique industrielle concernent des secteurs comme l'agriculture et la production alimentaire. C'est un énorme contraste avec les pays à revenus élevés hors de la région, qui se concentrent massivement sur les secteurs de haute technologie et à forte intensité de compétences. En Europe et en Asie centrale, seulement 10% des politiques ciblent la haute technologie ou les biens d'équipement. J'ai aussi remarqué une énorme dépendance aux subventions nationales plutôt qu'aux tarifs douaniers. Depuis 2019, les subventions dans la région ont explosé, à tel point que cette zone affiche désormais les niveaux de subventions les plus élevés de toutes les régions en développement, alors qu'elle figurait historiquement parmi les plus bas au monde il y a seulement 10 ans. Oui, et c'est principalement dû au financement direct et aux exonérations fiscales. Pour mettre cela en perspective, l'augmentation des subventions au Kazakhstan depuis 2019 représente environ 9,5% du PIB. En parallèle, comparé à d'autres pays, les tarifs douaniers sont utilisés moins intensément. Le taux tarifaire moyen de la région est d'environ 5%, ce qui est le plus bas parmi les régions en développement et similaire à la moyenne mondiale pour les pays à revenus élevés. Cette ouverture au commerce est une véritable force. L'histoire économique est parsemée d'échecs coûteux en matière de politique industrielle, de la substitution des importations en Amérique latine à l'effondrement de la planification centrale en Europe de l'Est. Et les dégâts ne sont pas toujours circonscrits. Quand ces politiques échouent, elles peuvent même chasser l'innovation et le dynamisme du secteur privé qu'elles étaient censées encourager. Exactement. Les efforts des pays de la région riche en ressources pour se diversifier grâce à la politique industrielle ont largement été infructueux. Au cours des 2 dernières décennies, la plupart se sont en fait encore plus spécialisés dans les ressources naturelles. Le rapport identifie 3 facteurs principaux à ces échecs. Le premier est la capture politique et la recherche de rente par des groupes d'intérêts bien connectés. Le second concerne l'asymétrie d'information, où les responsables gouvernementaux manquent tout simplement de connaissances de marché en temps réel. Et le troisième est une analyse comparative défaillante. Quand les décideurs tentent de reproduire le succès du Japon d'après-guerre ou de Singapour dans les années 70, mais en tirent les mauvaises leçons, se focalisant sur la direction de l'État tout en oubliant ce qui a réellement porté ces miracles, des taux d'épargne élevés, des systèmes éducatifs solides et une productivité du travail exceptionnelle. Tout à fait. À travers la région, il y a un risque que les ressources de l'État finissent par se concentrer sur de grandes entreprises établies, souvent dans des secteurs traditionnels comme l'agriculture, laissant les entreprises plus petites et plus innovantes contraintes par le crédit et incapables de rivaliser à armes égales. C'est ce qui se passe lorsque les politiques renforcent les grands acteurs qui existent, au lieu de favoriser de nouvelles entreprises privées plus dynamiques et innovantes. Le rapport est clair là-dessus. La politique industrielle fonctionne mieux lorsqu'elle s'ajoute à des réformes structurelles plus profondes, et non lorsqu'elle les remplace. Et c'est la partie que je trouve la plus convaincante. Pour que les politiques industrielles fonctionnent vraiment, elles doivent opérer dans un environnement de libre-échange et de marché concurrentiel. C'est un garde-fou crucial. Et lorsqu'elles sont déployées pour corriger des défaillances de marché spécifiques, l'approche privilégiée devrait être celle d'investissements publics larges, comme des parcs industriels, une meilleure infrastructure, soutenir les compétences et promouvoir les exportations, plutôt que de soutenir arbitrairement certaines entreprises. Donc, en pratique, l'idée est de construire un socle commun qui bénéficie à toutes les entreprises, pas seulement à celles qui ont des relations. Quand les gouvernements investissent dans des parcs industriels, forment des travailleurs pour des secteurs prioritaires ou aident les entreprises locales à s'orienter sur les marchés étrangers, ils créent des conditions où la concurrence peut prospérer. Précisément. Bien sûr, pour garantir la redevabilité de tout cela, les politiques industrielles doivent être totalement transparentes. Elles doivent être intégrées aux budgets gouvernementaux pour permettre un contrôle public et une évaluation par rapport à des résultats économiques mesurables. Oui, et elles doivent également comporter des dates d'expiration intégrées, des clauses de caducité avec l'option de renouveler la politique s'il y a preuve de succès. Le plan prévoit toujours un calendrier simple, mais les programmes gouvernementaux ont cette fâcheuse habitude de devenir permanents si l'on n'impose pas strictement une date de fin. En gros, la région navigue face à des vents contraires. La croissance ralentit, l'inflation reste tenace et l'incertitude géopolitique ne va pas disparaître de sitôt.
Dans ce contexte, avoir recours à la politique industrielle est compréhensible, et ce n'est pas intrinsèquement mauvais. Les preuves provenant de cette région montrent clairement que la politique industrielle n'est pas un raccourci pour éviter le travail difficile des réformes structurelles. Si les fondations sont solides, l'environnement des affaires, les systèmes éducatifs, les marchés concurrentiels, alors la politique industrielle devient un complément puissant. Sauter ces réformes et même l'intervention la mieux conçue peinera à produire des résultats. Et si cette conversation a éveillé votre intérêt, nous vous invitons à continuer d'explorer ce sujet avec nous. Vous pouvez consulter un autre épisode de notre série, épisode 29, des bananes et ananas au iPhone, un nouveau cadre pour la politique industrielle, où nous prenons du recul pour voir comment la politique industrielle a évolué à l'échelle mondiale et ce que cela signifie pour le développement aujourd'hui. À vous la parole, Reinos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.